Bonjour, bienvenue tout le monde. Bien contente de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on poursuit la session d'hiver de notre série webinaire LearnUp qui se déroule sur 4 semaines, tous les mercredis à midi. Aujourd'hui, c'est notre troisième séance. Donc, les LearnUp est un programme de formation qu'on a mis sur pied en ligne. Excusez-moi, je vais juste désactiver certains micros. Donc, c'est ça, les LearnUp est un programme de formation qu'on a mis en ligne, qu'on a mis sur pied pour aider les entrepreneurs noirs à approfondir leur capacité vers la transformation numérique de leur entreprise. Donc, avant de commencer notre troisième rencontre de notre série, j'aimerais voir avec vous quelques rappels de consignes pour assurer le bon déroulement de notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vous demanderai, je l'ai fait manuellement, mais je vous demanderai de mettre votre micro sur sourdine durant la formation. Et si vous ne prenez pas parole durant la période de questions un peu plus tard, d'utiliser la fonction chat pour poser vos questions tout au long de la formation. On va essayer de rendre notre formation le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite boîte de chat. Ensuite, gardez vos caméras ouvertes le plus possible pour interagir avec Rama durant la formation. Puis pour finir, notez que la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée et on vous envoie le tout un peu plus tard cet après-midi. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation, Origine est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes. On cherche à renforcer notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition et de distribution de richesses. Donc, le but ultime, c'est le generational wealth au sein de nos communautés. On veut aussi encourager les gens de nos communautés, mais aussi de la population métropolitaine québécoise, canadienne, à investir dans la santé économique et en achetant plutôt et en consommant chez nos entrepreneurs. Donc, on prône le mouvement Black Owned, le mouvement Buy Black. Pour y arriver, on a mis sur place un écosystème qu'on appelle UP. Et dans cet écosystème, on a une gamme d'initiatives comme celle d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles et des webinaires comme aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, le programme LearnUp, c'est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif, c'est de fournir une formation spécialisée offerte par des professionnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, de marketing social, de publicité numérique à l'intérieur de notre écosystème et à l'extérieur surtout. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre experte pour notre troisième séance de l'hiver, Ramasso, qui est une spécialiste des données à l'agence de pub Cossette et aussi la fondatrice d'un studio de service conseil de Study. Rama? Merci pour la belle introduction. Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Oui. OK, attends, comment je fais ça? Excuse-moi, je viens pas 3 mois. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Puis je mets juste comme un... OK, super. Thumbs up. Great. So, donc aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer l'histoire... Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Non, c'est quelqu'un qui a oublié de mettre son micro à off. OK, super, pas de problème. Donc, pour vous expliquer un peu la petite histoire, Régine est venue me voir pour que je vous donne cette formation-là sur comment choisir son contenu pour le bon algorithme. J'y ai pensé beaucoup. Au début, j'étais comme peut-être que je ne suis pas la bonne personne parce que je le voyais vraiment dans une perspective de création de contenu. Puis, je veux juste vous mettre en garde que c'est vraiment pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Oui, on va parler de quelques formats qui fonctionnent sur différentes plateformes, mais le focus, c'est vraiment de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, donc comment votre contenu est recommandé à travers les différentes plateformes. C'est une question qui m'est souvent posée parce que on voit souvent des grosses augmentations, des grosses baisses et des gros plateaux
par rapport à notre engagement en ligne. Puis on ne comprend pas toujours pourquoi. Fait qu'on va essayer d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là à travers les différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, il y en a plein, on va toutes les voir. Donc, avant de commencer, je pense que Joanne avait vraiment bien présenté. C'est un peu qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, fait que le contexte, les types d'algorithmes, les différentes plateformes, puis comment est-ce qu'on peut les catégoriser et finalement, comment est-ce qu'on peut optimiser notre contenu. Mais pour me présenter rapidement, comme Joanne disait, je suis Data Scientist chez Cossette. Donc, qu'est-ce que ça consiste, Data Scientist? C'est vraiment d'aider les créatifs et les stratèges au sein de l'agence à prendre des meilleures décisions. Cossette, c'est une agence de pub, donc on fait des publicités pour pas mal plusieurs grandes marques, que ce soit la SAQ, BRP, McDonald's. Donc, je travaille avec les créatifs pour bâtir des meilleures stratégies en leur donnant des données. Puis dans le cadre de mon travail, j'ai aussi eu à bâtir des stratégies de contenu elles-mêmes pour certains de nos clients comme BRP et SAQ. Puis j'ai aussi The Study, qui est un peu comme mon side hustle, où est-ce que j'examine un peu des événements culturels à travers les données. Ça m'a permis aussi de faire de la consultation un peu en dehors du scope de Cossette. Donc, c'est ça pour mon background. Comment la présentation va être faite? C'est que je vais faire une présentation un peu magistrale dès le début. Puis à la fin, je me suis gardé vraiment beaucoup de temps pour pouvoir répondre à vos questions parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont un peu plus case by case en fonction de votre industrie, en fonction de vos objectifs d'affaires ou de votre entreprise. Fait qu'on pourrait prendre du temps pour penser à des idées de contenu ou même penser à comment est-ce que vous devriez placer votre contenu en fonction de votre propre réalité d'affaires. Donc, commençons. En premier, je voulais un peu vous mettre en contexte par rapport à c'est quoi l'état actuel des réseaux sociaux, c'est quoi les trends qu'on voit un peu dans le marché actuel. Donc, quelques points résumant l'état actuel des réseaux sociaux, comme je disais. Donc, la première chose, c'est qu'on a une utilisation qui est encore croissante. Donc, on n'est pas à un plateau, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu. Les gens continuent à utiliser les réseaux sociaux, surtout Facebook, Instagram et maintenant TikTok que vous voyez partout. Et il y a beaucoup aussi d'utilisation ad hoc qui se fait, donc de nouvelles utilisations de réseaux sociaux qui existent. Je pense qu'au début des réseaux, quand on était dans le temps du Facebook et tout, il y a comme 10, 12 années, les réseaux, c'était vraiment pour comme créer des relations entre nous. Fait que c'était pour connecter avec peut-être la personne que tu as vue au secondaire il y a 5 ans puis que tu as perdu de vue, connecter avec tes collègues en dehors du travail. Mais maintenant, on voit que c'est vraiment un outil de recherche, c'est un outil d'entertainment, d'éducation. Donc, on a une utilisation qui est croissante et beaucoup plus variée. La deuxième chose, c'est qu'on est très mobile first. Vous pouvez le voir. Vous le comprenez sûrement, là, dans votre utilisation de tous les jours, vous utilisez votre téléphone, vous utilisez votre tablette. Donc, l'utilisation de l'ordinateur en tant que tel ou d'un laptop pour consommer les réseaux sociaux réduit un peu. Donc, ça veut dire qu'on doit adapter un peu notre contenu par rapport à ça. Comme je vous disais, ce n'est pas un cours de création de contenu. La semaine prochaine, il y a Afali qui est excellente là-dedans, qui pourra vous en parler, mais c'est quelque chose à prendre en considération quand on vient planifier notre contenu ou notre stratégie de contenu. Une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intégration du commerce électronique. Donc, on appelle ça un peu le social e-commerce, où est-ce que les gens vont acheter directement sur la plateforme, soit les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, exemple, sur Instagram, il y a Instagram Shopping, où est-ce que à partir d'une image, vous pouvez cliquer puis accéder directement au produit qui est représenté sur celle-ci. Fait que c'est des choses qui vont arriver de plus en plus sur les autres plateformes. Je pense que Instagram, c'est le meilleur cas de figure. Sur TikTok aussi, on peut voir des liens URL qui sont intégrés au TikTok eux-mêmes. Donc, c'est toutes des choses qui vont faciliter un peu le path to purchase du consommateur pour qu'il y ait le moins d'étapes possibles à faire avant d'atteindre son but qui est d'obtenir le produit. On a aussi une diversité des contenus. Donc, la diversité des contenus est aussi surtout au niveau des formats, dans le sens que sur les plateformes, en ce moment, il y a comme des grandes compétitions où est-ce qu'on a des nouveaux formats qui sortent presque à chaque mois. Donc, on a eu les Reels avec Instagram, on a eu les Shorts avec YouTube, on a eu les guides sur Instagram aussi, on a les lives. Donc, il y a toujours des nouvelles façons, des nouveaux formats qui vont sortir. Et finalement, on a un peu la resurgence des plateformes nichées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plateforme nichée? C'est des plateformes qui ne touchent pas tout le monde, puis c'est quelque chose qu'on va regarder plus loin aussi, un peu plus. Donc, on a par exemple Clubhouse, qui est une plateforme audio-sociale qui était considérée peut-être mainstream pendant la pandémie, mais qui est rendu vraiment plus niché dans les domaines des affaires, dans le domaine du Web3 et tout, et qui reste encore utilisé. On a OnlyFans, on a BeReal, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme aussi nichée, surtout populaire chez les Gen Z. Fait qu'on a ces petites plateformes-là
qui réussissent des fois, qui fonctionnent moins bien des fois. Puis on a les grandes plateformes comme les Instagram, Facebook, Twitter qui viennent s'inspirer un peu de certaines de ces fonctionnalités-là pour maintenir leur position en tant que plateforme mainstream ou pour le grand public. Donc, ça, c'est un peu l'état des réseaux sociaux actuellement. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Regardons les types d'algorithmes qui existent dans le domaine des réseaux sociaux. Mais avant ça, essayons de comprendre c'est quoi un algorithme. Fait qu'un algorithme, ça peut être très compliqué comme ça peut être très, très simple. Moi, la façon que je le décris qui est le plus simple, c'est vraiment comme un ensemble d'instructions qu'on donne à un ordi pour résoudre une tâche. Okay? Donc, pensez, si je le transpose dans un autre contexte, vous êtes à la maison, vous voulez faire des biscuits, vous allez suivre une recette sur Ricardo, ou peut-être pas Ricardo, vous allez suivre une recette et vous allez avoir des ingrédients, vous allez avoir des tâches, puis à la fin, le résultat, ben, ça va être vos biscuits. Ben, l'algorithme, c'est un peu ça. C'est vraiment une liste de tâches qui sont accompagnées de variables, puis on demande à l'ordinateur de résoudre différentes tâches pour atteindre un but qui est soit de recommander quelque chose, soit de donner une probabilité, soit de donner un numéro. Fait que c'est vraiment juste un ensemble d'instructions qui est utilisé. Donc, toutes les plateformes vont avoir ces genres d'algorithmes-là, puis ils vont dire à l'ordinateur, mon but, c'est de recommander un TikTok qui est vraiment pertinent pour Rama. Donc, voici les étapes à travers lesquelles tu dois passer pour arriver à ce point-là. Ces étapes-là sont d'habitude des équations mathématiques ou des formules mathématiques. Fait que j'espère que c'est simple pour vous. Fait que vraiment juste un ensemble d'instructions. On suit ces instructions-là, puis on arrive à un résultat. Dans le domaine des réseaux sociaux, il y a 4 grandes catégories qui existent d'algorithmes. On en a qui sont basés sur la temporalité, donc sur le temps, sur le contenu qui est présenté, sur la recommandation, et il y en a d'autres qui sont hybrides, donc qui vont intégrer différentes de ces catégories-là. Donc, on va passer à travers chacune d'entre eux. Je vais juste prendre une gorgée d'eau avant. Super. Donc, on a le premier qui est basé sur la temporalité. Il y a très longtemps, puis c'est quelque chose que les gens demandent encore, sur Instagram, tout était en ordre chronologique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment le dernier post qui est sorti, c'est celui que tu vas voir en premier sur ton feed. Ça l'a changé. Puis on est passé à la catégorie qu'on va voir plus tard, qui est celle basée sur le contenu et la recommandation. Donc, temporalité, c'est vraiment basé sur le temps. Fait que the latest content is going to go to the top. C'est ce qui va être présenté à l'ensemble des consommateurs. Les utilisateurs, par contre, vont suivre certaines pages. Donc, ça va vraiment être le contenu qui est généré par les pages qui sont suivies va arriver en haut du fil de leur actualité. Un exemple qui se rapproche le plus de basé sur la temporalité serait BeReal, où est-ce que la dernière personne dans ton cercle d'amis que tu as sur BeReal qui a posté son BeReal, tu le vois en premier sur l'application. Un autre exemple qui est quand même, qu'on peut considérer, mais qui est quand même un peu hybride, ce serait Twitter, parce qu'on voit vraiment le dernier tweet qui revient en top de ton fil d'actualité. Puis sinon, il n'y a pas d'autres vraiment plateformes qui utilisent cet algorithme-là, juste parce qu'il n'est pas vraiment sophistiqué. Donc, il y a peu de chances que le tweet, soit le latest tweet, soit pertinent pour l'utilisateur. Donc, c'est quelque chose que les plateformes ont un peu laissé de côté. Donc, c'est un algorithme qui est un peu antiquated, comme on dit en anglais, fait qui est un peu vieux, mais qui reste quand même pertinent dans certains contextes. Le deuxième, c'est l'algorithme qui est basé sur le contenu. Donc, basé sur le contenu, c'est qu'on va avoir différentes variables qui vont venir influencer qu'est-ce qui va être présenté à l'utilisateur. Donc, si on se rappelle de notre exemple de la recette de biscuits. Ici, basé sur le contenu, c'est comme si j'avais 4 ingrédients qui m'amenaient au résultat d'avoir un biscuit, versus avant, basé sur la temporalité, c'est comme si j'achetais juste mes biscuits chez Costco déjà faits, puis je les mettais dans le micro-ondes, puis je les mangeais directement. Fait que tu as un ingrédient. Fait qu'ici, on a 4 ingrédients. Donc, la pertinence, l'engagement, la récence et la source. Fait qu'on va regarder un peu, puis il y en a beaucoup plus que ces 4-là. C'est juste les 4 principaux. Puis il y a beaucoup plus de comme sous-variables qui viennent influencer ces grandes catégories-là un peu de facteurs, mais c'est les 4 qui sont à retenir. Donc, la première, c'est la pertinence. Donc, est-ce que c'est pertinent pour mon utilisateur?
Comment est-ce qu'on comprend la pertinence? Ça peut être par rapport aux intérêts de l'utilisateur. Puis on va se baser vraiment sur des trucs comme les mots-clés, comme le sujet de la vidéo, comme le format de la vidéo, pour s'assurer que ça va en lien avec les intérêts de qu'est-ce que le consommateur a aimé ou a vu par le passé. La deuxième chose, c'est l'engagement. Donc, c'est sûr que toutes les plateformes, leur but, c'est d'engager leurs utilisateurs parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent, right? Le plus longtemps que tu restes sur Instagram, le mieux c'est pour eux parce que le plus de publicité ils peuvent te présenter, etc., etc. Donc, l'engagement est vraiment très, très, très important. Donc, l'algorithme va essayer de comme ranker un peu la pièce de contenu qui est créée pour voir, ben, est-ce que ça va susciter un share? Est-ce que ça va susciter un message? Est-ce que ça va susciter un like, un commentaire? Et il va pousser des pièces de contenu qui sont les plus engageantes parce que ça leur permet aux utilisateurs de rester plus longtemps sur leur application. La troisième chose, c'est la récence. Donc, ici, on prend en considération un peu l'aspect chronologique qu'on a vu juste avant, donc la date de publication de la pièce de contenu, du message ou peu importe. Puis, il y a quand même des points qui sont accordés au fait qu'un contenu soit le plus récent parce que c'est sûr qu'il est plus dans les temps, puis c'est des plateformes qui bougent très vite où la vélocité est très importante. Donc, la date de publication est quand même très, très importante, mais ça fait partie d'un tout. Parce que vous allez me dire, mais vraiment, des fois sur mon Instagram, genre, je scroll, je vois un post qui est sorti il y a 6 jours. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Bien, c'est parce que la récence, c'est juste un des ingrédients qui est considéré pour te recommander cette pièce de contenu-là. Puis peut-être que c'était vraiment pertinent puis vraiment engageant, fait qu'ils ont jugé pertinent de te le mettre dans ton feed. Et finalement, la quatrième chose, c'est la source. Donc, la source, c'est d'où vient la pièce de contenu. Donc, qui l'a publié, qui l'a créé. Donc là, on parle des utilisateurs en tant que tels. Donc, c'est sûr que ça aide quand tu as plus de notoriété sur les réseaux sociaux ou des fois, il y a des plateformes qui vont vraiment déprioriser ça et qui vont vouloir que des nouveaux créateurs soient mis de l'avant. Fait que la source reste quand même assez importante dans le calcul. Là, vous avez sûrement entendu hier qu'ils ont annoncé Meta qu'il allait avoir le Meta Verified. Puis Twitter aussi, on a le Twitter Blue. Est-ce que tu peux te faire vérifier? Fait que je ne serais pas surprise que dans leurs algorithmes, la source, donc le fait que ce soit d'un compte vérifié versus non, ça vienne être pris en compte par l'algorithme, puis que ça recommande un peu plus les gens qui ont le Twitter Blue ou qui ont le Meta Verified versus les gens qui ne l'ont pas. Donc, ça, c'est pour la catégorie basée sur le contenu. Maintenant, passons à baser sur la recommandation. Donc, basé sur la recommandation, c'est vraiment, vraiment simple. En gros, l'algorithme va générer une probabilité que vous allez aimer une pièce de contenu, puis il va vous donner le contenu qui est le plus près de la probabilité de 1. Donc, vous pouvez penser que la probabilité peut être entre 0 et 1. Dites-vous que c'est comme 0% de chance que Rama aime ce contenu-là à 100% de chance que Rama aime ce contenu. Fait qu'on va utiliser plein de facteurs, puis on va attribuer une probabilité à la pièce de contenu, puis on va dire, bien, pour cette pièce de contenu-là, il y a 43% des chances que Rama l'aime, versus pour une autre, il y a 67%, versus pour une autre, il y en a 98%. Et là, on va vous donner le contenu en fonction de ce ranking-là qui est fait par l'algorithme. Puis, ce ranking-là est basé sur une multitude de variables, mais la majorité sont vraiment basées sur votre historique d'utilisation. Donc, votre comportement sur la plateforme, qu'est-ce que vous avez aimé auparavant, qu'est-ce que vous avez cherché auparavant, combien de temps vous avez passé sur une certaine vidéo. Donc, on va vraiment prendre ça en considération. Puis, le meilleur exemple de basé sur la recommandation, c'est TikTok. Puis, vous avez sûrement entendu, si vous n'avez jamais été sur la plateforme, des gens dire, bien, on dirait que mon feed TikTok a été fait pour moi. Toutes les vidéos sont excellentes, sont super. C'est vraiment pile poil comme qu'est-ce que j'aime, mais c'est parce que leur algorithme de recommandation est extrêmement fort et supérieur à la majorité des autres plateformes sur le marché. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec ces algorithmes-là, c'est qu'on ne priorise pas nécessairement la notoriété des vidéos, fait qu'on peut se faire recommander une vidéo qui a 2-3 likes, qui vient juste d'être sortie, mais vu que ça correspond vraiment à une probabilité haute que vous aimiez ce contenu-là ou que ça vous engage, bien, on va vous le présenter quand même, puis ça favorise beaucoup la découverte de nouveaux créateurs. Donc, TikTok est un exemple, YouTube est un exemple. Si vous regardez votre barre, le côté droit un peu de YouTube, quand vous avez les différentes recommandations de vidéos à regarder, bien, vous pouvez voir que la majorité du temps, oui, il y a des vidéos qui sont super vues ou des vidéos qui sont en lien avec celles que vous regardez en ce moment, mais il y en a d'autres qui sont juste des vidéos de petits créateurs qui sont comme
pas très, où il n'y a pas tant de notoriété, puis ils vous le recommandent quand même parce qu'ils sont comme, ben, on pense que ça va être en lien avec ce que la personne aime. Fait que ça, c'est pour recommandations. Puis finalement, on a la catégorie hybride. Fait que là, ici, hybride, c'est juste qu'on va mettre en relation différents algorithmes qu'on a vus avant. Fait que ça peut être un algorithme qui est combiné recommandation-contenu. Fait qu'on considère beaucoup plus d'ingrédients. Si on se rappelle l'exemple du biscuit, fait qu'on a des facteurs de pertinence, de récence, mais on va aussi avoir des facteurs d'historique d'utilisation. On peut avoir aussi un peu comme je vous disais avec l'exemple de Twitter, quelque chose qui est basé sur la temporalité, mais qui est aussi basé sur la recommandation ou basé sur la temporalité et le contenu. Fait que c'est juste qu'on va un peu agrandir notre bassin de variables, donc notre bassin d'ingrédients, pour mener à une meilleure recommandation auprès de l'utilisateur. Et le but premier de toutes les plateformes, c'est vraiment de vous engager, donc que vous restiez le plus longtemps sur l'application parce que après, vous allez voir plus d'ads. Ils ont des meilleurs stats à présenter aux gens des médias, des grandes compagnies, comme ça, ils peuvent dépenser sur ces plateformes-là. Donc, maintenant, regardons les différentes plateformes. J'espère que c'est clair ce qu'on vient de passer à travers. Vous pouvez me dire dans le chat ou mettre des thumbs up si jamais. Sinon, on a une période de questions à la fin si vous avez des questions. Donc, regardons maintenant les différentes plateformes qui existent. Donc, j'aime catégoriser les plateformes selon 2 critères. OK? J'aime pas overcomplicate things. Je suis comme 2 critères. L'objectif, donc c'est quoi le but de la plateforme? Et l'utilisateur. Donc, qui est-ce qu'on va chercher sur cette plateforme-là? Fait que c'est vraiment les 2 critères que j'utilise quand je fais mes stratégies. Donc, commençons avec l'objectif. Donc, il y a différents objectifs qu'on peut avoir sur différentes plateformes, mais les catégories que je vais vous présenter sont pas mal les plus générales. Puis, c'est pas mal des catégories assez uniques parce que tu as un type de réseau ou un type de plateforme qui peut vraiment s'intégrer à cette catégorie-là. Donc, le premier, c'est les plateformes de réseautage. Donc, les plateformes de réseautage, on peut considérer que ce serait comme Instagram, right? Parce que ben, je réseaute avec des gens, je rencontre des gens, mais c'est vraiment pas dans cette perspective-là qu'on veut le regarder. On veut vraiment regarder des gens qui vont connecter les uns entre les autres dans un but clair, soit d'avoir un emploi, soit d'avoir un meilleur network. Fait qu'exemple ici, on pourrait avoir LinkedIn, on pourrait avoir Glassdoor, on pourrait avoir Zing, qui est un exemple en Asie, de plateformes de réseautage professionnel. La deuxième chose, puis c'est là où je mettrais peut-être Instagram, TikTok, Snapchat, c'est les plateformes de partage de contenu. Donc, le but ici, c'est vraiment de partager du contenu dans diverses formes, puis de soit éduquer, de entertain, juste de provoquer un engagement qui est un peu plus leisure-like, j'ai pas le mot en français, chez l'utilisateur. Fait que c'est vraiment des plateformes de partage de contenu, c'est l'objectif principal. Sinon, on a les forums de discussion. Donc, les forums de discussion, c'est comme une plateforme qui est considérée nichée par certains, mais c'est comme des plateformes qui ont quand même vraiment beaucoup d'utilisateurs, puis qui sont souvent négligées quand on fait des stratégies parce qu'on pense seulement au plus gros, right? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Mais des fois, tu peux vraiment avoir des super beaux forums de discussion parce que tu peux aller promouvoir ta business, promouvoir ton produit ou même faire du placement média. Et pour ceci, on parle de Reddit, par exemple, de Quora. Quora, qui est un réseau social où est-ce que les gens répondent à des questions. Fait que c'est vraiment des plateformes de discussion avec un format qui est plutôt texte, où est-ce qu'on va échanger des idées, où est-ce qu'on va avoir de la discussion en format écrit. Ensuite, on a les plateformes de microblogging. Fait que microblogging, encore une fois, c'est encore du texte, mais contrairement à les plateformes présentées précédemment, qui étaient les discussions, qu'est-ce qui est bien avec les microblogging, c'est que c'est vraiment, tu agis comme un auteur. Donc, tu as ton propre message que tu vas partager à tout le monde. Les gens peuvent peut-être converser avec toi, mais le but premier, c'est pas la discussion, c'est juste de bloguer un peu ce que tu penses, tes opinions, ce qui se passe dans ta vie. Puis ça, Twitter, je pense que c'est l'exemple parfait. Les gens se réveillent un matin puis ils peuvent juste écrire tout et n'importe quoi. Puis il y a des gens qui vont venir parler avec eux, mais le but premier, c'est vraiment juste de dire ce que tu penses, en gros. Et Tumblr est aussi un autre bon exemple de microblogging. Tumblr inclut beaucoup d'autres formats comme les images, les vidéos et tout, mais le but premier vraiment d'un Tumblr, c'est un peu de véhiculer qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment tu te sens, ta vision du monde. Fait que c'est vraiment des plateformes qu'on considère pour nous en premier et non pour parler avec les autres, contrairement aux plateformes de discussion et forums.
Et finalement, une catégorie que beaucoup de gens ne considèrent pas comme un réseau social, mais que c'est un réseau social, c'est la messagerie instantanée. Fait que Messenger du côté de Facebook, WhatsApp. WhatsApp qui est super, super fort en Europe. Je sais qu'ici au Québec, on l'utilise moins, à moins qu'on ait de la famille en Afrique ou dans d'autres dans d'autres endroits, qu'on doit parler avec eux. Mais WhatsApp, Messenger, WeChat en Asie, c'est des plateformes qui sont super intéressantes pour vendre nos produits, promouvoir nos produits, passer un message. Puis c'est des plateformes aussi qui ont des options de placement de médias, mais que je pense qu'ils ne sont pas vraiment exploitées ici parce que, comme je disais, ce n'est pas une plateforme qu'on adopte vraiment beaucoup ici au Québec, au Canada. Maintenant, le deuxième critère, fait que là, on vient de passer à travers l'objectif un peu de la plateforme. Le deuxième, c'est vraiment l'utilisateur. Fait que qui va être sur cette plateforme-là? Donc, il y a 3 types. La première, c'est les réseaux sociaux généraux. Est-ce qu'on a un peu un éventail diversifié d'utilisateurs? Vraiment, tout le monde peut être dessus. Il y a des groupes où il y a des façons, des communautés. Tout le monde est sur ces plateformes-là. Il n'y a pas vraiment de spécificité par rapport à, ça, c'est des professionnels ou on a juste des créatifs ou peu importe. C'est vraiment tout le monde. Donc, Instagram est un bon exemple, Twitter est un bon exemple, Facebook est un bon exemple. C'est un peu des réseaux sociaux, je dirais, comme obligatoires. Fait que si tu décides d'embarquer dans le monde des réseaux sociaux, tu es comme, il faut que j'aille un Instagram ou il faut que j'aille un Facebook. C'est pour ça qu'on les appelle des réseaux sociaux généraux. Ensuite, on a ceux de niche, fait qu'on avait parlé plutôt de Be Real, on avait parlé de Ravelry, qui est qui est un réseau social juste pour les gens qui aiment le tricot et le crochet. Fait ici, on va vraiment toucher une population niche, soit par sa localisation, soit par d'autres facteurs démographiques, leur genre, leurs intérêts, peu importe. Les réseaux sociaux de niche, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout dans un contexte quand si vous avez une entreprise qui est dans un domaine qui est très niche, ça devient intéressant peut-être de regarder, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que ma communauté ou mon audience visée se regroupe et parle? Comme ça, vous pouvez aller sonder leur intérêt, potentiellement promouvoir vos produits aussi dans ces réseaux-là. Puis d'habitude, le coût de placement média, donc de pub, ou sinon même le coût de gestion un peu des réseaux sociaux dans ces plateformes niche-là est nettement moins cher parce que ça ne touche pas tout le monde. Donc, vous allez directement à un groupe spécifique. Puis finalement, on a les réseaux professionnels. Fait que prenez en tête un peu LinkedIn. Fait que des plateformes utilisées vraiment par des professionnels, pour des professionnels, dans le but d'avoir un objectif de recherche d'emploi ou d'améliorer ses compétences pour sa carrière. Donc, j'ai mis LinkedIn comme exemple, mais il y a aussi GitHub qui est utilisé vraiment beaucoup chez tous ceux qui sont comme dans le computer science, dans le data science. Fait que GitHub, c'est un endroit où est-ce qu'on peut mettre notre code en ligne. Fait que c'est comme un Dropbox de code, mais en même temps, tu peux commenter, puis parler, puis voir les portfolios de code de d'autres développeurs. Fait que c'est un autre exemple de réseau professionnel qui est utilisé. Donc maintenant, passons à la dernière partie qui est comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre contenu. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal les plateformes les plus importantes dans le marché actuellement, puis j'ai mis un peu les formats qui seraient les plus intéressants à exploiter. Puis aussi, ça répond à quel type d'algorithme, des algorithmes qu'on avait vus tantôt. Oh! Donc, le premier, c'est le Facebook. Moi, je l'appelle The OG. Je trouve que Facebook, c'est pour une audience qui est un peu plus vieille que, je dirais, les Gen Z actuels. Fait que, tu sais, c'est arrivé il y a longtemps. Ça a pris sa place. C'est un réseau social qui est utilisé par sensiblement tout le monde d'en haut de 25 ans, je vous dirais. Donc, il y a 3 formats qui fonctionnent vraiment bien sur Facebook. Les vidéos courtes, puis vous allez voir les vidéos courtes, drôles, ou un peu bizarre qui attire l'attention. Fait que je ne sais pas si vous avez vu les genres de recettes un peu dégueulasses qu'ils mettent sur Facebook ou comme des gens qui font des trucs avec de la glu. Il y a plein de contenus comme ça un peu éclectiques qui fonctionnent super bien sur Facebook. On a aussi les shows. Donc, du contenu long format. Donc, par exemple, je vous ai mis Red Table Talk, mais il y a plein d'exemples de shows comme ça, même au Québec, de Nafi TV, qui sont comme mis sur Facebook puis qui sont regardés en format live ou en format on demand. Et les gens adorent ça parce qu'ils peuvent commenter puis on voit les commentaires à travers
l'ensemble de la durée de la vidéo. Mais encore une fois, ça vient toucher une audience un peu plus vieille. On a les images de base, donc les posts statiques fonctionnent encore sur pas mal l'ensemble des plateformes, comme on va le voir. Puis ça nous permet juste de nous démarquer un peu dans le feed, parce que si c'est du texte, ben ça tape moins l'œil un peu dans la façon que le UX de Facebook a été bâti. Puis finalement, on a les lives. Donc, les lives fonctionnent vraiment, vraiment, vraiment bien sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont des compagnies de marketing relationnel un peu à la Monat et tout, qui font leur business sur Facebook parce que c'est vraiment un excellent moyen. Ils boostent les lives, les gens vont sur les lives, ils ont la capacité de commenter, de mettre des réactions. Fait que c'est super interactif pour eux. Donc, les lives sont définitivement un autre contenu à exploiter sur Facebook. Puis Facebook, ça correspond, si on regardait la typologie des algorithmes qu'on a vus précédemment, à contenu, mais aussi recommandations. Donc, ils vont venir mettre du contenu qu'ils pensent qui est pertinent pour eux, pour vous. Puis, en même temps, ils vont considérer les différents éléments que je vous avais présentés pour vous présenter du contenu qu'eux aussi pensent qui est pertinent pour vous. Puis, il y a un peu aussi un aspect de temporalité quand même, parce qu'ils vont vous présenter quand même des nouvelles qui sont récentes, mais vous allez voir de temps à autre, un peu comme Instagram, qui va avoir des nouvelles qui datent peut-être de 6, 7, 8 jours, qui vont vous remettre parce qu'ils pensent que c'est engageant pour vous. Le deuxième, c'est Instagram. Fait Instagram, c'est le trendy. Donc, en ce moment, Instagram, je le considère, quand je parle avec des créatifs, des business, c'est un peu ton CV d'entreprise. Donc, fut un temps, les gens allaient directement sur le site web ou sur Google pour aller voir une business. Là, maintenant, le réflexe, c'est beaucoup plus d'aller sur Instagram puis de regarder le feed pour avoir un peu in one glance, c'est quoi que tu fais. Donc, c'est important de le traiter comme un CV. Il y a plusieurs fonctionnalités qui ont ajouté pour comme aider un peu les utilisateurs à savoir d'un coup d'œil qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi cette page-là. Fait qu'on a les fonctions pin des photos. Est-ce que vous pouvez pinner des photos à votre feed et où les gens peuvent voir directement ce que vous faites. On a la bio que je pense que vous avez sûrement entendu le terme de Instagram SEO bio. Donc, d'ajouter des mots qui sont pertinents par rapport à votre business dans la bio, ça peut être vraiment pertinent parce qu'après, Instagram prend ça dans leur algorithme et vont recommander aux gens qui recherchent les mêmes choses votre contenu. Mais en termes de format, on a vraiment les photos. Donc, c'est une plateforme visuelle. L'esthétique est très importante sur Instagram. Il faut des belles photos. C'est des choses que les algorithmes vont quand même regarder. Il y a des détecteurs de pixels, il y a il y a des détecteurs de plein de trucs dans les algorithmes d'Instagram pour classer un peu la probabilité qu'une personne va aimer votre photo. Fait que c'est important de s'appliquer. Deuxièmement, d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Fait qu'on a les stories, comme je présente ici, je n'ai pas besoin de vous expliquer un peu c'est quoi une story, mais c'est important d'utiliser à même les stories, les éléments qui sont donnés parce qu'ils vont encore une fois booster votre contenu si vous utilisez l'ensemble des fonctionnalités, que ce soit la location, la musique, les polls, les réactions, les GIFs, il y en a plein. Et finalement, les Reels. Donc, les Reels aussi, c'est super important de les considérer quand vous faites du Instagram parce que, encore une fois, ben, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité, ils veulent que vous l'utilisiez, puis ils vont récompenser ceux qui l'utilisent le plus. Maintenant, une petite note par rapport à Instagram, par rapport à la fréquence, parce que beaucoup de personnes me posent la question, ben, à combien de fois par semaine je devrais poster, combien de fois je devrais poster des Reels versus des posts ou peu importe. Moi, ce que je dis, c'est qu'un algorithme, ça fonctionne par entraînement. OK? Donc, si vous décidez d'une fréquence et vous la suivez, mais l'algorithme va apprendre de cette fréquence-là, puis il va se préparer à cette fréquence-là. Donc, par exemple, si moi, je me dis, je vais poster 3 fois par semaine, ça va être un reel, 2 posts statiques, puis à chaque jour, je vais faire des stories et je maintiens cette cadence-là pendant 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, ben, l'algorithme d'Instagram va se rappeler, on est lundi, vraiment, elle est censée poster. OK, puis là, elle prend une pause le mardi, mais elle va reposter encore mercredi, puis il va pouvoir vous aider parce qu'il va savoir c'est quoi votre next move. Donc, il faut vraiment se bâtir une routine. Ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois par mois, peu importe. Bâtissez-vous une fréquence qui est réalisable pour vous en termes de création de contenu, puis après, juste stick to it. Comme ça, l'algorithme va vous suivre. La dernière fonctionnalité qui est super intéressante sur Instagram, c'est les guides. Donc, c'est une fonctionnalité qui n'est pas super utilisée par tout le monde. Les guides, c'est vraiment une collection de contenu. Donc, vous allez pouvoir linker des photos
que ce soit de votre propre contenu ou du contenu d'autres personnes, puis créer un guide avec du texte, ça se lit un peu comme un article. Fonctionnalité super intéressante, super le fun, qui est sous-utilisée. Fait qu'encore une fois, ben, quand Instagram met quelque chose de nouveau, c'est important de, de hop on it. Personnellement, moi, je n'ai jamais fait de guide parce que c'est comme c'est un peu un contenu bizarre. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux mettre comme collection, qu'est-ce que tu veux représenter. Mais il y a des exemples super le fun. Exemple, j'ai vu une fille hier qui m'avait inclus dans une collection d'entrepreneurs noirs. Fait qu'il y avait plein d'entrepreneurs listés, puis il y avait des photos de leur profil, puis c'était super le fun. Puis je pense qu'elle a dû avoir beaucoup d'engagement parce que les personnes reçoivent des notifications, celles qui ont été taguées, puis elles peuvent le partager dans leurs audiences respectives. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez comme adopter les guides si ça se prête, encore une fois, à votre réalité d'affaires et à vos objectifs. Maintenant, passons à TikTok. Fait que j'ai utilisé comme exemple que je trouvais super le fun, qui a été réalisé du côté de McDonald's US avec Cardi B et Offset. Fait qu'ils ont un nouveau repas qui sort, je pense, aux États-Unis, qui va peut-être venir au Canada, qui s'appelle le Love Meal. Puis j'ai vraiment aimé la façon que TikTok avait été exploité un peu pour ce rollout-là. Donc, premièrement, on avait une vidéo de Cardi B et Offset, vraiment aucun texte, rien, juste Offset et Cardi B qui ont plein de McDo qui rentrent dans l'auto. Cardi B, elle a de la difficulté à rentrer dans l'auto, c'est drôle. 6 millions de likes sur cette vidéo-là. Là, vous allez me dire, ben oui, c'est Cardi B, c'est son compte. Je comprends, mais il y a plein de contextes sur TikTok où est-ce qu'on a une vidéo drôle, on n'a aucun followers, puis ça devient viral juste parce que à travers la recommandation, il y a une population critique ou une masse critique de la population qui serait intéressée. Donc, ça va venir sur leur feed. Donc, pour TikTok, on privilégie des vidéos courtes, format 9-16, mais ça, Afroly pourra vous en parler la semaine prochaine. On utilise la musique. Donc, la musique, si vous utilisez des sons qui sont trendy, bien, ça va vous aider aussi à être recommandé. Parce que les gens vont aller cliquer sur ce son-là puis voir c'est quoi l'autre contenu qui a été généré sur la même chanson. Les filtres, les effets spéciaux, puis sur TikTok, vraiment, ben, on essaie de répondre à une question. Donc, pourquoi une question? Parce que TikTok, en ce moment, devient, pour les Gen Z et les générations plus jeunes, ça devient un peu leur Google. Donc, quand ils ont une question, au lieu d'aller sur Google, ils vont aller sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui va leur expliquer de façon super simple et courte ce qu'ils cherchent. Donc, je prends un exemple. Je veux faire un café. Je peux taper sur TikTok « How to make dalgona coffee » puis il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, quand votre contenu répond à une question sur TikTok, bien, ça devient vraiment, vraiment intéressant pour vous parce que là, vous bénéficiez du SEO de TikTok. Donc, quand la personne va chercher, bien, votre contenu va être là directement. Un autre type de contenu qui fonctionne bien sur TikTok, les défis tendances, fait que les challenges. Donc ici, exemple, il y avait un quiz qu'ils ont réalisé ensemble sur la page de McDonald's. Il y a un peu moins d'engagement, mais c'était quand même une pièce de contenu super le fun. Puis après, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent reprendre un peu ce challenge-là puis le faire dans leur propre contexte. Et même des fois, les gens vont venir reprendre le son et s'il est drôle, le réadapter. Fait que vraiment de participer ou d'initier des défis, ça peut être intéressant. Puis comme je vous disais, répondre à une question, donc ça devient un moteur de recherche, on en a parlé tantôt. Ici, on voit à droite dans l'exemple qu'il y a une créatrice de contenu externe à McDo et à Cardi B qui est allée acheter le Love Meal puis qui en a parlé. Fait que, tu sais, j'imagine que des gens se posaient la question, ben, what's in the Love Meal? Puis là, la personne pouvait répondre, puis elle a eu super beaucoup d'engagement à cause de ça. Donc, TikTok est fondamentalement vraiment bâti sur un algorithme de recommandation. Donc, la notoriété n'est pas si importante. On compare beaucoup de TikTok actuellement à l'algorithme d'Instagram d'il y a 5-6 ans, où est-ce que c'était vraiment plus basé sur la recommandation. Fait que je vous encourage à juste y aller dessus, puis à essayer, puis vous allez voir, il y a peut-être un type de contenu qui va fonctionner pour vous. Peut-être voir le temps. OK, cool. Donc, on a LinkedIn. Fait que LinkedIn, c'est de professional, donc contenu professionnel, format texte, quelques photos. Des fois, on peut avoir des vidéos. On peut avoir des PDF aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un algorithme, pour moi, qui est très bizarre dans le sens où il y a des choses qui vont vraiment partir, mais quand je vous dis partir, c'est comme viral, 90 000 likes. Tu as des choses que ça va rester à 3-4 likes, puis tu es comme, ben celui-là aurait dû fonctionner, puis l'autre ne fonctionne pas si bien.
faut pas se poser de questions, il faut juste un peu poster sur LinkedIn. C'est vraiment basé sur le type de contenu, fait qu'on va voir est-ce que ça s'aligne avec les intérêts de certaines personnes, d'où l'utilisation des différents hashtags. Fait qu'exemple, hashtag marketing, c'est par rapport au marketing, hashtag org development, c'est par rapport au développement organisationnel. Puis c'est vraiment basé aussi sur la temporalité, puis sur un peu votre réseau. Fait que si votre réseau like ou partage votre post, bien leur réseau vont le voir, puis leur réseau vont le voir, puis c'est comme ça qu'on atteint un peu cette grande viralité. Fait que ici, je vous ai mis juste un exemple super simple du CEO de Cotton, qui est une marque basée, qui était partie, je pense, à Toronto. Donc, une marque de mode responsable, puis il me présentait qu'il allait ouvrir un magasin à New York. Fait qu'on voit, ça a été super viral. Est-ce que c'est parce que c'est un CEO? Oui, mais il n'y avait pas tant un gros following sur LinkedIn. Je pense que c'est juste qu'il y avait des belles images, le contenu était intéressant, puis plusieurs personnes de leur réseau ont commenté, donc ça c'est devenu un peu viral. Maintenant, on regarde Twitter, que j'appelle The Challenger. Donc, Twitter, en ce moment, est en train de passer à travers beaucoup de changements à cause de Elon Musk. Fait que ce que je vous présente, peut-être que dans une semaine, ça ne va plus être pertinent, mais pour l'instant, on parle encore de contenu court et agréable. On a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie pour les gens de Twitter Blue où est-ce qu'on peut écrire jusqu'à je pense 500 caractères ou plus, ou 5000 caractères. En tout cas, on peut écrire des longs formats. Ça ne fonctionne vraiment pas bien parce que la nature de la plateforme Twitter, c'est vraiment comme quick and easy. On aime les vidéos sur Twitter, on aime les photos, on aime les GIFs. C'est drôle, on n'a pas de censure, c'est pas sérieux. Donc, ça, c'est la nature de la plateforme. Twitter peut être aussi très, très informatif. On a beaucoup de threads qui fonctionnent super bien. Fait que des gens qui vont un peu énoncer des idées en emboîtant différents tweets un sous l'autre. Puis ici, on voit que l'inclusion d'images pertinentes peut être vraiment bonne. Fait qu'on a Sunday School, qui est une agence créative que j'adore, qui est basée, je crois, à Londres ou aux États-Unis, qui présentait un peu différentes photos de leur projet qu'ils avaient fait à Lagos. Puis on a Samuel Ross à droite, qui est, je pense, le creative director de Givenchy maintenant, mais je ne suis pas sûre, mais qui a sa propre marque qui s'appelle A Cold Wall et qui a juste posté 2 tweets vraiment simples. Un qui présentait Virgil Abloh, qui lui demandait son portfolio, puis qui mentionnait que c'était vraiment important d'avoir un design portfolio et d'avoir un site web parce que quand l'opportunité est là, il faut vraiment comme faut que tu sois prêt. Puis comme si vous savez, moi j'adore que les gens aient leur propre site web. Fait que c'est 2 tweets qui ont vraiment, vraiment bien fonctionné parce qu'ils sont courts, sont agréables, il y a une leçon rapide, il y a une preuve à l'appui, super clean cut. Et maintenant, passons, à YouTube. Donc, YouTube, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est un peu tout et rien, OK? Parce que c'est un peu comme TikTok, c'est basé sur la recommandation. Fait que l'idée, c'est un peu qu'il y aura une pièce de contenu pour tout le monde parce qu'il y a nécessairement quelqu'un qui va rechercher potentiellement ce que vous créez. Par contre, les modèles que moi, je vois qui fonctionnent super bien puis qui peuvent être aussi recyclés à travers les différentes plateformes, c'est la vidéo longue durée, donc les podcasts filmés, les émissions longue durée filmées. Il y a des gens qui vont faire des comme de documentaires true crime de leur maison. Donc, toutes ces vidéos format longue durée où est-ce que vous, encore une fois, vous répondez à une question, un besoin d'interrogation ou un besoin de divertissement. C'est super intéressant. Ici, je vous ai mis l'exemple du Joe Budden podcast qui, de semaine en semaine, je pense que là, ils sont à une fréquence de posting de 3 fois par semaine pour les vidéos longue durée, maintiennent des vraiment bonnes statistiques d'engagement. On a aussi les vidéos pratiques, donc les how-to, les tutoriels qui sont super bons parce que, encore une fois, les gens vont venir « how to fix my tub », ici « how to detach from people in situations ». Croyez-le ou non, cette vidéo qui n'est pas d'un professionnel, d'après ce que j'ai vu, a comme 6,1 millions de views sur YouTube. Donc, des fois, quand vous identifiez un besoin que plusieurs personnes partagent, bien, vous pouvez avoir de la viralité. Puis ensuite, on a le 3e type qui sont les vlogs. Donc, les vlogs, c'est vraiment de présenter son quotidien. Les gens aiment beaucoup voir la vie des gens pour une raison que j'ignore. Fait que si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes en train de bâtir une entreprise ou si vous avez une vie de familiale qui est vraiment le fun ou si vous avez juste un message à passer, vous pouvez faire des vlogs de votre journée. Ici, dans ce cas-ci, c'est Emma Chamberlain qui fait des vlogs de voyage qui ont encore une fois des millions de views. Puis c'est vraiment juste elle qui découvre, exemple, une ville. Elle l'avait fait sur Montréal aussi, sauf qu'elle était prise, je pense, chez elle à cause de
de la COVID, puis il y a eu quand même, je pense, 9 millions de views. C'est que des fois, quand tu es une personne intéressante, tu peux avoir du long format en format blog puis montrer ton quotidien, puis ça peut vraiment bien fonctionner. Puis le dernier format qui vient récemment d'arriver sur YouTube, qui est vraiment une copie conforme de TikTok, ben, c'est les shorts. Donc, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre leurs shorts, leur TikTok, pardon, les mettre sur YouTube en format short. Fait que c'est vraiment le même format, maximum 60 secondes, très court. Puis, il y a des bons résultats d'engagement parce que c'est un feature que YouTube pousse vraiment beaucoup en ce moment sur leur plateforme. Ensuite, on a le baby qui est Snapchat. Donc, Snapchat, vraiment, vraiment fort chez les audiences Gen Z. Donc, si vous avez un produit ou un service qui touche plus les Gen Z, c'est bien d'aller sur Snapchat. Est-ce qu'il y a des business qui se font des comptes sur Snapchat et qui répondent et communiquent à travers ça? Je l'ai moins vu. Ce que je vois, c'est beaucoup plus de placements médias sur Snapchat ou de shows qui sont adaptés à la plateforme. Fait que quand vous allez à droite dans la plateforme de Snapchat, vous pouvez voir qu'il y a différentes entreprises comme Garage, surtout des médias aussi, qui vont avoir des shows très courts, 30, 60 secondes en format stories. Donc, c'est peut-être une option aussi que vous pourriez considérer pour votre entreprise. Et finalement, on a Pinterest. Donc, Pinterest, c'est comme ma nouvelle plateforme préférée. J'ai tellement eu des belles surprises avec différents clients sur Pinterest. Donc, on parle de contenu visuel inspirationnel. Donc, que ce soit en termes de design, que ce soit des idées de maison parce que tu veux refaire ta maison puis tu vas avoir de l'inspiration, des idées de recettes. C'est une plateforme d'inspiration. Fait que, minimalement, que votre produit est inspirationnel ou esthétique, ce serait bien de le mettre ou qui répond à un besoin. Vous pouvez le mettre sur Pinterest en tant que board, puis vous pouvez encore une fois placer des publicités dessus pour qu'il se présente quand certaines audiences vont chercher de l'inspiration par rapport à certains sujets. Qu'est-ce qui est bien sur Pinterest d'abord? C'est soit le côté esthétique, donc c'est beau à regarder, ou des informations utiles, donc c'est pertinent pour l'audience. Mais c'est vraiment un réseau social que je vous conseille de regarder, surtout que le placement média sur Pinterest, c'est vraiment moins cher que sur les grandes plateformes comme Facebook, Instagram. Donc, des fois, tu as vraiment des meilleurs résultats en termes de ROI sur Pinterest que sur d'autres plateformes. Donc, c'est ce qui clôt ma présentation. C'est super parce que je voulais prendre le temps de répondre à vos questions. Fait qu'on a comme un bon 40 minutes. Si vous avez des questions par rapport à votre propre réalité ou peu importe, ou par rapport à ce que j'ai couvert aujourd'hui. Donc, je open the floor for questions. Il y avait une petite question de Rémi Dupré. Est-ce que tu penses que Twitter est vraiment adapté aux entreprises? Ben, ça dépend ce que vous vendez. Moi, je pense encore que Twitter, c'est adapté. C'est juste qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a une réticence des fois par rapport à placer des pubs sur Twitter à cause de tout ce qui est Elon Musk et tout, puis est-ce que c'est éthique ou peu importe. Mais il y a beaucoup d'entreprises, surtout plus aux États-Unis, je le vois moins au Québec parce que le taux d'utilisation est encore bas de Twitter, qui réussissent à vraiment être culturally relevant en répondant ou en faisant certains tweets qui sont un peu with the culture. Je pense l'enjeu, ben, il y a un peu d'appropriation culturelle parce que c'est comme d'habitude, c'est le Black Twitter là, qui essaie de mimiquer, mais je pense que l'enjeu, c'est de savoir c'est quoi la ligne pour ta propre compagnie. Fait qu'il y a plusieurs compagnies, des fois, qui ont posté des choses qui étaient totalement soit non respectueuses, soit vulgaires. Fait qu'il faut juste savoir un peu par rapport à votre marque, c'est quelle voie que vous voulez avoir, mais c'est sûr que je pense que c'est encore une plateforme pertinente pour les entreprises. Super. N'hésitez pas à poser vos questions à Rama si vous avez des questions sur la présentation ou par rapport à vos contenus pour vos propres entreprises. Donc, on répond à tout ça maintenant. Je vois qu'il y a une question pour... tu parlais de la nécessité de développer un bon site web en parallèle. Oui, ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Parce que là, je pense que vous voyez, toutes les plateformes, du jour au lendemain, ils se réveillent. Comme là, Instagram, tu peux acheter ton verification badge. Si tu n'as pas de verification badge, ben, tu n'as pas certains trucs. Twitter, là, si tu n'as pas le Twitter Blue, tu ne peux pas faire tel truc, tu ne peux pas faire comme... Il faut avoir nos plateformes propriétaires. Ça, c'est une question d'ownership, surtout as Black businesses. Je pense que la majorité des gens dans le cas sont Black. Comme, il faut avoir nos propres plateformes parce que la journée où Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, peu importe, décide que vous n'avez plus besoin d'être sur la plateforme, ben, vous perdez l'ensemble du travail que vous avez fait. Moi, je l'ai vécu avec un de mes clients qui a perdu une page Instagram avec 90 000 followers.
Puis on peut virtuellement rien faire parce on est vraiment soumis à l'autorité de Instagram. Donc, c'est vraiment important de bâtir ses propres canaux propriétaires, que ce soit courriel, que ce soit site web, que ce soit SMS marketing, d'avoir de l'information sur votre audience, du first party data avec leur consentement, bien sûr. Mais c'est important de bâtir nos propres chaînes, nos propres canaux de communication. Est-ce que Pinterest affecte le SEO? Tu veux dire en termes de, genre, quand je cherche en ligne, est-ce que je vais avoir des meilleurs résultats si je suis sur Pinterest? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi, j'utilise vraiment Pinterest dans une perspective de je cherche un produit, puis je vais peut-être avoir une recommandation sur Pinterest. Fait qu'exemple, je cherche du soya sauce, des recettes à base de soya sauce, par exemple. Puis je vais le voir sur Pinterest. Puis j'ai la possibilité de mettre des pubs à ce niveau-là, mais je ne sais pas si à cause des liens, indirects, si ça augmente le SEO. Il faudrait demander à quelqu'un qui est plus calé en SEO. First thought, oui, mais je ne suis pas sûre à 100%. Oui, exact. C'est vraiment un bon moteur de recherche ici. Aurais-tu des recommandations pour créer des reels performants sur Instagram? Bien, je pense que pour toutes les pièces de contenu à créer, il faut juste penser à comme c'est quoi que vous voulez dire. En fait, je vais prendre un step back. Je pense qu'en ce moment, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens font des choses parce qu'on leur dit de le faire. Genre, tout le monde doit faire des reels, fait qu'il faut que tu fasses des reels. Je pense pas que c'est l'approche à avoir. Je pense que vous devez partir de vous bâtir une stratégie de dire à qui je veux parler, qu'est-ce que je veux leur dire, puis dans quel format est-ce qu'ils vont être le plus réceptifs d'entendre mon message. Fait que, par exemple, si j'ai un spa, puis je suis comme, moi, je veux parler à les personnes qui travaillent entre 25 et 40 ans, qui sont fatiguées durant leur semaine parce ils travaillent beaucoup, puis je veux qu'ils choisissent mon spa quand ils ont une journée de vacances. Il faut penser sur quels canaux ces personnes-là sont. Ils sont sûrement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, peut-être sur LinkedIn aussi. Puis après, il faut que je vois qu'est-ce que je leur dis, puis dans quel format ils vont être le plus réceptifs. Fait que dans ce cas-là, peut-être qu'un reel, oui, c'est performant. Peut-être que ça va être comment, c'est le fun, je vois l'endroit, mais peut-être que c'est de leur faire un ad sur LinkedIn où est-ce que tu leur dis prends une pause, puis il y a juste un lien vers ta page, tu sais. Fait que je pense qu'il faut le prendre moins en termes exécution, puis plus en termes de stratégie, puis se reposer les questions de pourquoi je fais ça, dans quel but, puis qu'est-ce qui va plus inciter mon client à cliquer sur mon lien ou à être redirigé vers où je veux le rediriger. Je ne sais pas si ça répond à la question, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Exclusive, ce serait pas de créer. OK, je vais vous lire la question. Ce serait pas de créer du contenu exclusif à chaque plateforme. Exemple, utiliser TikTok comme confessionnel versus IG comme compte esthétique. Oui, c'est sûr que même dans la description des plateformes que je vous ai présentées, je leur donne un peu un nom, right? Fait que the OG, the trendy. Fait que moi, je pense qu'il doit avoir un rôle pour chacune des plateformes, mais définir ce rôle-là doit quand même partir d'une réflexion par rapport à qui tu veux parler, puis c'est quoi le message que tu veux véhiculer. Puis naturellement, il y a des plateformes que tu vas exclure. Je ne crois pas que toutes les compagnies doivent être sur toutes les plateformes. Je pense qu'il faut bien faire avec certaines plateformes. Puis de là, on pourra décider quel contenu est plus adapté pour chacune des plateformes. Fait que comme je disais, si je reprends l'exemple du spa, peut-être que mon audience n'est pas sur TikTok, fait que je ne fais pas de TikTok, mais qui sont sur Instagram, fait que je fais des Reels parce que je pense que c'est pertinent. Puis je fais mon post LinkedIn qui est en format texte. Puis peut-être que le message va être différent. Peut-être que le message sur LinkedIn, c'est je prends une pause. Le message sur Instagram, c'est quelque chose qui est plus shareable parce que tu veux qu'ils invitent leurs amis. Tu sais, comme il faut penser un peu, il faut orienter un peu l'utilisateur. Quels outils pour mesurer la performance de nos contenus? OK. Fait que tu as deux options.
L'option numéro 1, c'est d'y aller un peu à la mitaine puis de regarder les analytics qui sont donnés par l'ensemble de tes plateformes. Donc, d'aller sur TikTok Analytics, d'aller sur Instagram Analytics, bien, sur Meta Analytics dans ta suite business, sur Twitter Analytics, puis de te bâtir un peu un Excel où est-ce que tu ajoutes cette information-là pour mesurer l'évolution. Fait que ça, c'est la version à la main. La version plus automatique, je dirais, ce serait soit de te bâtir un dashboard avec des connexions d'API et tout, puis ça, une agence pourra t'aider à le bâtir, ou sinon de juste acquérir un outil un peu comme Later. Je pense aussi, il y a Brandwatch qui le fait, il y a HubSpot, fait que c'est des outils qui te permettent de schedule les posts, mais qui t'offrent aussi une super bonne offre en termes d'analytique pour mesurer de manière agrégée l'ensemble de tes plateformes à un endroit, puis de bâtir des rapports personnalisés, automatisés, mais ça vient avec un coût. Fait que tu as l'option à la main, si on est au début où on a peu de plateformes. Puis pour les plus grosses entreprises, puis là, je parle de PME, tu sais, si tu as 10 000 abonnés, je pense, globalement sur les plateformes, d'aller avec quelque chose de plus d'automatisé parce que ça va te permettre d'avoir un temps de réaction plus rapide en termes de décision. Fait que je te conseille Later. Moi, j'aime beaucoup la suite analytique de Later, puis ça prend en compte la majorité des plateformes, mais j'ai aussi travaillé avec HubSpot puis Brandwatch et ça s'est bien passé. Yes, exactly. OK. Donc, I heard that TikTok has a different algorithm based on region. What do I do if I'm targeting Asian markets? OK. Fait que l'enjeu de la localisation sur, sur TikTok est vraiment compliqué. Pour vous donner une petite anecdote, quand j'étais partie en France, tout mon feed était français. Fait que c'était mes mêmes intérêts, fait que les mêmes types de contenus que j'aime, OK? Fait qu'exemple, moi, j'aime le genre la musique, j'aime des vidéos un peu drôles et tout. Fait que c'était le même contenu, mais français de France. Et quand je suis revenue au Québec, ben, c'était le même contenu, mais plus US canadien. Fait que je pense sincèrement, puis là, il faudrait vérifier que la meilleure chose, ce serait d'acheter un VPN puis de poster à partir de la localisation qu'on souhaite ou d'avoir un community manager en Asie. Parce que si on veut le faire organiquement, je pense que la localisation prend vraiment beaucoup d'importance dans leur algorithme. Il y a des articles sur TikTok qui expliquent comment l'algorithme fonctionne, puis ils écrivent que la localisation a un impact vraiment important. Sinon, l'autre option, c'est de faire du placement média puis de viser ces marchés-là. Mais ça, c'est une version pas organique, mais qui est paid. How do algorithms impact the way we consume and interact with social media? And what does this mean for the future of these platforms? Ben, tu sais, moi, je pense que le point important qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes sont là pour te maintenir sur l'application. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que les algorithmes sont là pour te présenter ce qu'ils pensent que tu vas aimer. Puis des fois, ça peut être dangereux. Je vous mets en contexte. Quand il y avait les élections entre Joe Biden et Trump, et même chose quand il y avait les élections entre Hillary Clinton et Donald Trump, ben, les gens qui étaient du côté de Donald Trump disaient ben, c'est sûr qu'il gagne, puis les gens qui étaient du côté de Hillary ou de Joe disaient ben, c'est sûr qu'il gagne. Comment ça arrive? C'est parce que sur les réseaux sociaux, on va te montrer ce que tu aimes, parce qu'on veut te garder sur l'app, puis on veut t'engager. Donc, ils ne montraient pas l'étendue du spectrum des idées, ils montraient juste les idées d'un côté. Et c'est là où je pense que les plateformes sociales et les algorithmes peuvent créer des problèmes ou être dangereux pour nous. Puis malheureusement, il n'y a pas de législation qui est faite par rapport aux algorithmes qui sont utilisés, ou si elles sont faites, les lois, mais ça arrive vraiment, vraiment tard après parce que la vélocité est trop rapide en termes de développement. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, Billy, mais je pense qu'il faut faire très, très attention quand on utilise les plateformes. Je pense qu'il faut faire l'effort de suivre des personnes qui ont des opinions divergentes de nous. Comme ça, on peut voir l'ensemble un peu de la situation et non juste un revers de la médaille. Sinon, je pense que ça va vraiment impacter notre monde négativement dans le futur. Je ne veux pas être défaitiste, mais je pense que c'est vraiment un enjeu. Je l'ai vu lors des élections. Exemple, les gens qui étaient pour Éric Duhem, ben ils pensaient vraiment qu'ils allaient gagner, puis ils étaient vraiment sûrs de leur idée, puis ils n'étaient pas ouverts à aucune autre perspective, de la même façon que les gens qui étaient, pour exemple, les libéraux ou bien la CAQ n'étaient pas ouverts à n'importe quelle autre idée, parce qu'on te remet
ce qui est pertinent pour toi. Donc, il faut juste faire un effort d'aller voir d'autres choses. OK. Yes, Julia. OK, Julia travaille en médias, so she can help with this question. Je sais pas si tu veux en parler, Julia. Je vais pas te mettre on the spot. Maybe wait, where is she? Ah. Mais en tout cas, Julia travaille avec moi chez Cossette du côté média, puis elle a mentionné Julia, tu peux venir parler si tu veux. Arrête-moi quand tu veux. Écoute, Vas-y. mais c'était par rapport à la question, par rapport à la localisation, en fait, c'est Ouais. ça? Ah oui, donc en fait, c'est vrai que en fait un outil, donc ça veut dire un téléphone, un laptop va être identifié en fait grâce à vos cookies, va être identifié en fait à l'étranger à partir de ça va dépendre de la plateforme, mais on dit plus ou moins de 5 à 8 jours pour que vous soyez vraiment identifié dans un autre pays. Donc c'est à partir de ce moment-là que votre plateforme va juste vous localiser tout simplement dans ce pays-là et va adapter en fait votre feed et donc tout votre contenu que vous allez voir. Les intérêts vont toujours rester les mêmes parce que c'est basé sur votre consommation et ce que vous regardez. Mais ce sera, comme tu as dit, du contenu français parce que tu es en France, etc. Thank you, Julia. By the way, Julia, bon, je sais qu'il y a des gens d'origine. She should do a talk next time. She's really that girl. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de voir si j'en ai manqué. OK. Super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci vraiment beaucoup d'être venu en grand nombre. C'était vraiment le fun. On va vous envoyer le deck, je crois, cet après-midi. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon Instagram ou par courriel. Merci. Merci à vous. Joanne, t'es sur mute. Salut. Merci, bonjour. Merci beaucoup, Rama, pour la présentation. Merci, Billy, du flag. Merci d'avoir participé, tout le monde. Merci pour vos questions. Je voulais juste vous rappeler que notre session d'hiver continue. La semaine prochaine, c'est notre dernier cours de la session avec Afo Ali, How to use your phone to create content for your business. C'est notre session, la session plutôt va être en anglais, donc la seule session en anglais le seul webinaire en anglais de la session. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre pour participer. Ça sera la semaine prochaine. Et aussi, j'aimerais prendre un moment pour vous rappeler qu'en ce moment, c'est le mois de l'Histoire des Noirs. Et durant le mois de l'Histoire des Noirs, la grande famille d'origine participe, en fait, a créé une campagne, la campagne 28 Days Up, où on demande à la population de participer et de faire des achats auprès d'entrepreneurs noirs, de uploader leurs reçus sur notre plateforme. Et l'idée, en fait, c'est de se mobiliser pendant 28 jours pour voir comment, ensemble, combien de dollars on peut mobiliser dans nos entreprises, dans nos communautés. Donc, on vous invite à participer à l'expérience, d'acheter chez vos entrepreneurs préférés et puis de nous envoyer vos factures pour qu'on puisse calculer tout ça à la fin du mois. Tous les participants profitent de l'occasion pour participer à un concours où est-ce qu'on fera tirer des produits Black-owned. Donc, on fait une pierre deux coups, on encourage, puis en même temps, on a une chance de recevoir un joli sac cadeau avec tout plein de trucs super intéressants. Sinon, c'est comme ça que notre super séance se termine. Merci encore, Amar. Merci à tout le monde pour vos questions. On vous attend la semaine prochaine pour notre
dernier cours de la séance et je vous dis bon après-midi. Merci.